Arié Bensemoun, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita. Vous étiez hier aux côtés de Manuel Valls qui a clôturé le 6e Forum international de lutte contre l'antisémitisme, un discours, on va dire, important, long et important de Manuel Valls sur les origines de l'antisémitisme en France en particulier et sur les moyens de lutter contre cet antisémitisme. À votre avis, d'abord pour parler de Manuel Valls a toujours été, il est toujours monté au créneau, même lorsqu'il était donc Premier ministre, et aujourd'hui, bien qu'il soit un petit peu retiré, on va dire, de la vie politique intense, il continue ce combat. Est-ce qu'à votre avis, ce combat commence à porter des fruits ou finalement c'est un combat extrêmement frustrant qui n'arrive pas à donner de résultats tangibles? D'abord, cher Daniel, quel discours de Manuel Valls en clôture de ce Global Forum pour combattre l'antisémitisme? Quel discours de mémoire de militants, d'activistes, des années et des années. Je n'ai jamais rien entendu de plus complet, de plus puissant, de plus engagé, de plus lucide que le discours de Manuel Valls d'hier soir. Et c'est suffisamment important à dire pour que tous ceux qui ne l'ont pas entendu, c'est-à-dire la grande majorité de ceux qui évidemment vont nous écouter ce matin ou avec lesquels nous pourrons parler dans les heures et les jours qui viennent, sont concernés. Ce discours est disponible en ligne, il faut impérativement l'écouter. D'abord parce que tout n'est jamais dit, mais enfin l'essentiel est là. Oui. Il y a l'analyse, il y a la description d'un phénomène qui est extrêmement complexe, qui se continue qui constitue un continuum dans l'histoire, parce que on parle trop facilement de l'antisémitisme comme d'un tout, mais l'antisémitisme est devenu un mot valise qu'il faut aujourd'hui comprendre et analyser. Et pour cela, il faut être capable d'abord de replacer cette dimension de la haine des Juifs dans l'histoire, en comprendre les mécanismes, les fondements, savoir différencier entre les différentes formes d'antisémitisme et ne pas se tromper dans l'utilisation des mots pour justement faire un bon diagnostic qui permette de lutter contre l'antisémitisme. Parce que l'antisémitisme, il ne faut pas faire qu'en parler. Ce n'est pas un phénomène qu'il faut décrire en permanence. Il faut l'affronter. Il faut donc pouvoir l'exprimer clairement par des mots. Et puis il faut mener des actions parce qu'il faut le faire. Reculer la question qui est posée. Alors vous dites, est-ce que c'est frustrant? Oui, c'est frustrant parce que la haine des Juifs accompagne les Juifs depuis l'aube de l'humanité. Et on a l'impression que c'est finalement une sorte de pathologie congénitale qui se transmet de génération en génération dans les sociétés, parfois même de père en fils, et qu'on n'en finira jamais avec la haine des Juifs. Probablement qu'on n'en finira jamais. Mais pour autant, est-ce que notre mission n'est pas de le combattre toujours et tout le temps, partout où il se développe? Alors, dans le discours de Manuel Valls, il y a cette excellente analyse qui nous fait distinguer les différentes formes de la haine des Juifs, cet antisémitisme traditionnel que nous connaissons bien, celui qui vient de l'Occident chrétien, celui qui s'est développé au XIXe siècle et qui a conduit d'une certaine manière à inventer une nouvelle manière d'identifier les Juifs dans une société qui les avait intégrés pour politiser et racialiser la question juive afin de pouvoir les exclure de la société, les persécuter et les exterminer. C'est ce que nous avons connu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et là où Manuel Valls a dit quelque chose d'extrêmement important, c'est qu'il a mis l'accent sur la nouvelle nature de cette haine des Juifs, nouvelle en Occident, parce que ça n'est pas nouveau en soi. Le monde arabo-musulman pratique une forme de détestation des Juifs qui n'a rien à envier à celle du monde chrétien occidental, même si cette forme-là n'a pas eu les mêmes traductions dans l'histoire. Il n'y a pas eu de Shoah perpétré par le monde arabo-musulman. Mais il n'en demeure pas moins que cet anti-judaïsme du monde arabe et de l'islam
et de l'islamisme est une réalité que malheureusement, il est extrêmement difficile aux responsables politiques aujourd'hui d'identifier, parce que ça touche à quelque chose de très sensible dans les sociétés européennes. Ça renvoie à des formes de culpabilité multiples des Occidentaux eux-mêmes par rapport aux Arabes et aux musulmans, et on ne veut pas désigner comme coupables de la haine des Juifs ceux que l'on considère par ailleurs comme les victimes d'une forme de racisme qui serait un racisme occidental contre les minorités arabo-musulmanes, en lien bien sûr avec les phénomènes de colonisation, etc. Donc Manuel Valls a mis le doigt là où ça fait mal, parfois même très mal. Il est un des rares, pour ne pas dire un des seuls, à le faire de cette manière-là. Les autres essaient de s'en approcher un petit peu, mais ils reculent très rapidement face à l'immensité de la tâche et à la difficulté du départ. Alors justement, Manuel Valls a prononcé ce discours à Jérusalem et il est, on va dire, l'un des premiers à être monté au créneau et à avoir reconnu que aujourd'hui l'antisémitisme s'exprimait à travers l'antisionisme. Est-ce que vous qui fréquentez la classe politique française, vous avez le sentiment que cette équation passe plus facilement aujourd'hui? Est-ce qu'elle est admise dans les courants différents des différents partis en particulier, peut-être même dans l'entourage du président Macron, au sein de la République En Marche? Comment est-ce que cette équation, elle prend forme et elle est de plus en plus acquise même dans la classe politique française? Oui, incontestablement. Manuel Valls a été le premier à dire que l'antisionisme est le nouveau visage de l'antisémitisme, et il a redit hier que sur cette question-là, le président de la République l'avait rejoint lors de la cérémonie anniversaire de la rafle du Veldiv. Il avait indiqué le sionisme et l'antisionisme est le visage réinventé de l'antisémitisme. Il y a encore consensus dans toute la classe politique, mais disons que dans le mainstream des formations politiques responsables qui vont de la droite républicaine à la gauche traditionnelle, en passant par le champ d'Emmanuel Macron, il est clair aujourd'hui que la détestation d'Israël est effectivement la manière nouvelle et acceptable, comme cela avait été dit déjà depuis des décennies, de professer la haine des Juifs sous une forme nouvelle, et en rappelant que cet antisionisme-là, finalement, il fait se retrouver les extrémistes de droite et de gauche, le vieil antisémitisme traditionnel, l'antijudaïsme chrétien, la haine des Juifs portée par les Arabes et les musulmans. Donc c'est un point de rencontre, finalement, de tous ceux qui, pour tout un tas de raisons, peuvent détester les Juifs. Il y a un point sur lequel ils sont capables de se mettre tous d'accord, c'est le fait que la détestation d'Israël aujourd'hui les réunit, les rassemble, est effectivement la nouvelle manière de détester les Juifs ou d'exprimer cette haine, j'ai envie de dire presque ontologique, qui habite l'humain dans son rapport à l'autre. Ne faisons pas trop de psychanalyse ou de philosophie, de bon matin ce serait un petit peu difficile, mais enfin, disons que c'est un petit peu ça l'idée. Mais pour autant, une fois qu'on a dit que l'antisionisme c'est le nouveau visage de l'antisémitisme, est-ce qu'on en tire toutes les conséquences? C'est ça la question qu'il faut poser. Parce que par exemple, question qui s'impose à nous lorsque nous sommes à Jérusalem dans ce genre de manifestation et où s'expriment des personnalités politiques venues du monde entier. Continuer à affirmer que le peuple juif n'a rien à voir avec Jérusalem, ça c'est la version de certains, pas de tous, arabes et musulmans, notamment des Palestiniens. Est-ce que ça n'est pas de l'antisémitisme? Ça paraît tomber sous le sang, c'est une évidence. Je me suis entretenu d'ailleurs de cette question-là avec Irina Bokova, ancienne directrice de l'UNESCO, avec laquelle nous parlions justement de ces fameuses résolutions et de ce qu'il fallait faire pour essayer de sortir de ce discours absolument insupportable. Mais disons que même, prenons l'exemple d'Emmanuel Macron, qui, lors du dîner du CRIF, ne voulait pas s'aligner sur la position de Trump. On savait qu'il ne le ferait pas. Mais enfin, lorsqu'il a dit « le moment viendra de reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël, la capitale de la Palestine », il ne peut pas s'empêcher de dire « et la capitale de la Palestine », comme s'il fallait donner une contrepartie à cette reconnaissance du lien particulier du peuple juif
avec... Alors justement, vous me tendez la... c'est pas de l'antisionisme, par exemple. Voilà, alors vous me tendez la perche parce que finalement, on a le sentiment, et c'est vu d'Israël que l'on a cette impression, qu'alors que Israël est courtisé, on va dire, sur le plan international, loin d'être isolé, comme on le prétendait encore il y a quelques années, mais Israël est aujourd'hui courtisé par les pays émergents, la Chine, l'Inde, le Japon, les pays qui sont en voie d'être les pays les plus puissants de la planète. Et ces pays s'accommodent, on va dire, vantent, on va dire, l'expertise d'Israël en matière de lutte contre le terrorisme, en matière de haute technologie. Et justement, cette expertise pousse ces pays à comprendre mieux la position d'Israël dans le conflit israélo-palestinien, alors que d'un autre côté, du côté de l'Europe, et en particulier de la France, on a l'impression qu'on reste dans les poncifs très du passé, que l'on reste fidèle à la position de réfractaire des Palestiniens, de Mahmoud Abbas qui réclame des dédommagements pour la déclaration Balfour, ou toutes sortes de phénomènes comme cela. Comment expliquez-vous qu'on n'arrive pas à modifier cette approche de la part de certains pays européens, et en particulier de la France, disons-le clairement? Regardons les choses d'une manière assez simple, finalement. Vous disiez les pays émergents, les pays d'Asie, les pays, la Chine, l'Inde, d'une certaine manière peut-être même la Russie, aussi. Les États-Unis, tous ces pays-là ont un rapport avec le conflit israélo-arabe assez différent de celui de l'Europe. Mais pour quelle raison? C'est parce que l'Europe est impliquée dans ce conflit depuis toujours. L'Europe a colonisé ces régions, l'Europe a été le lieu d'où Israël a été d'une certaine manière créé, l'Europe porte la responsabilité de la Shoah, a la culpabilité en elle encore de ce qui s'est passé pendant toutes les périodes de la colonisation. L'Europe est partie prenante dans ce conflit. Donc l'Europe a un regard, d'abord, très ancien, avec un logiciel qui est aujourd'hui certainement périmé, mais qui remonte à des temps très lointains. Mais oui, mais on parle d'un président Macron qui se veut être le chantre de l'innovation. Alors je vous l'ai dit hier, Daniel, et je vous le redis aujourd'hui devant les auditeurs de Kalita, même si ça fait un petit peu du mal à entendre, je pense que pour arriver à disrupter, pour employer le langage de la Macronie, sur la question de politique étrangère, de relations internationales, il faut quand même laisser un peu de temps à Emmanuel Macron. N'oublions pas que c'est un novice en politique. Alors, qu'on soit bon dans l'économie, la finance, etc., parce qu'on est un homme de sa génération, qu'on est une personne très impliquée dans le monde, la finance, la nouvelle économie, etc., on peut le comprendre. Mais sur des questions aussi importantes, sensibles, ancrées dans l'histoire, je pense que Macron est encore un peu frais. Il a besoin de mieux prendre les choses en main afin de se distancier d'une forme de discours automatique et obligatoire qui prévaut dans un certain nombre de chancelleries européennes, et notamment, vous l'avez dit, en France. Ne jamais oublier le fait que l'Europe se sent partie prenante de ce conflit, n'est pas un acteur extérieur. C'est depuis le commencement de la chrétienté, il y a un conflit entre les chrétiens et les juifs, ça vous a pas échappé. Depuis les croisades, les Européens ont envahi et conquis pour un temps cette partie du monde, ils s'y sont installés, ils y ont bâti un royaume à Jérusalem, ils en ont été chassés par les musulmans. Donc, il y a là une histoire. On ne clôture pas une histoire aussi fondamentale, aussi essentielle, malheureusement, nous le disons, parce que nous aimerions passer à autre chose, et nous aurions aimé que la diplomatie européenne passe à autre chose depuis longtemps. Mais il n'en va pas ainsi, donc il faut du temps. Et je disais également hier, vous savez, nous voyons l'histoire à l'échelle de nos propres vies. Mais le temps de l'humain, ce n'est pas le temps des nations. Oui. Et le temps de l'information n'est pas celui de la politique. Changer, ça prend du temps. Sur certains sujets, moins que dans d'autres, mais sur celui-là particulièrement, oui, je le dis, il faut du temps. Et moi, je veux croire. Alors, ce n'est pas de la naïveté, ce n'est pas, je ne suis pas dans le wishful thinking. Je veux croire que quelqu'un comme Emmanuel Macron, mais je veux croire que la nouvelle génération qui vient d'arriver en politique,
ils viennent d'arriver. N'oubliez pas que ça fait moins d'1 an qu'ils sont là. Oui. Eh bien, je veux croire que cette nouvelle génération est en train de comprendre que le monde a changé, comment il change, pourquoi il change, et comment il faut aborder ces questions très anciennes avec un regard nouveau. Et qu'est-ce que Manuel Valls vous a dit hier, Daniel, vous qui l'interviewiez pour I24 News, à propos de la visite très prochaine de Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères français. Il a dit, j'espère qu'il viendra avec un regard nouveau. C'est ça qui est important. Oui. Mais ce regard nouveau, franchement, est-ce que, quel que soit le domaine d'ailleurs, nous sommes tous enfermés dans nos archaïsmes, nous sommes tous enfermés dans l'éducation que nous avons reçue parfois. On a du mal à s'élever au-dessus de nos propres contingences. Ce regard nouveau, c'est une préoccupation que nous devons avoir à tout moment de la vie. Nous-mêmes qui allons aborder dans quelques jours la fête de Pessah, il faut que nous ayons un regard nouveau sur la manière de la célébrer pour nous remettre dans cette histoire-là, qui est une histoire de 3500 ans, et qui est notre histoire d'aujourd'hui. Donc c'est ce travail-là qu'on doit faire sur les gens. Et le travail qui doit être le nôtre, que ce soit ceux qui sont du côté, quel que soit le côté du micro dans lequel nous sommes, ceux qui informent, ceux qui éduquent, ceux qui partagent, ceux qui font ce travail de réflexion, d'action politique à n'importe quel niveau, c'est d'expliquer, de communiquer, c'est d'éduquer les responsables politiques pour qu'ils abordent justement les choses avec un regard nouveau. Eh bien, je pense que on s'attache à cela. Et moi, je suis optimiste, raisonnablement, mais enfin, je suis optimiste que les choses changent, vont changer encore davantage, parce que justement, non seulement elles peuvent, mais elles doivent changer, parce que le monde est en train de bouger. Eh bien, nous allons rester sur cette note. Arié Bensemoun, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita. Vous nous avez dit que le discours de Manuel Valls était en ligne. Où est-ce qu'on peut le trouver exactement ? Écoutez, moi je l'ai vu passer sur Facebook. Ah d'accord, il n'y a pas un site en particulier, mais en fait... Le site, à mon avis, le site de la conférence Global Forum Combating l'antisémitisme. Mais bon, nos auditeurs qui sont des férus des réseaux sociaux vont le trouver, il va se partager, se repartager. Voilà. Nous le mettrons en ligne sur le site d'Elnet également. Peut-être pas entièrement parce qu'il était très long, nous allons le reséquencer pour qu'il soit accessible et que les parties les plus importantes de notre point de vue puissent être écoutées et réécoutées. Et surtout, il faut partager cette information, dire à tous ceux qui nous écoutent qu'il ne faut jamais rien lâcher, ne pas renoncer, ne pas désespérer, se battre encore et toujours, faire parler avec ceux qui sont autour de nous, que ce soit de simples citoyens ou des responsables politiques. Tout le monde peut avoir de l'influence dans ce combat et je pense que chacun de nous avons notre rôle à jouer. Merci beaucoup Arié Bensemoun et on en profite pour vous souhaiter déjà Chag Sameach, Pessah Kasher. Chag Sameach, bonne fête de Pessah. À bientôt, merci. Voilà, il est 8h28 sur Studio Kalita. Une petite pause tout de suite après Eliana Gurfinkel et sa chronique Un jour notre histoire.